En quelques minutes à peine, un camion supposé ordinaire a cessé de l'être, transformant un contrôle routinier en alerte nationale. Lorsque le couvercle métallique s'est soulevé, la frontière n'a plus été une ligne administrative, mais un point de rupture révélant une menace capable d'empoisonner des rivières, de raser des villages et de déstabiliser tout un espace régional. Pour les habitants du Sahel, que signifie un tel basculement et pourquoi le choix assumé d'Ibrahim Traoré engage-t-il directement le droit élémentaire de vivre sans peur? Un pays entier retient alors son souffle, conscient d'avoir frôlé l'irréversible. Cette histoire ne promet ni héroïsme facile, ni victoire spectaculaire. Elle propose autre chose, comprendre comment un détail minuscule peut décider du sort d'un pays entier lorsque les institutions sont fragiles et les frontières sous pression constante. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Saisir en quoi une opération apparemment technique, un contrôle, une date incohérente, un chargement suspect peut affecter la sécurité quotidienne, l'accès aux soins, l'économie locale et la confiance collective. Au cœur du récit se joue une question plus large. Un État peut-il réellement protéger sa population sans dépendre d'acteurs extérieurs, uniquement par la discipline, la vigilance et l'implication locale? Le pari formulé par Ibrahim Traoré ne se limite pas à une décision sécuritaire. Il touche à la souveraineté vécue, celle qui se mesure non dans les discours, mais dans la capacité à empêcher l'invisible de devenir mortel. Ce qui suit n'est donc pas une chronique de saisie, mais l'exploration d'un mécanisme. Comment une frontière cesse d'être un décor pour redevenir une ligne de vie, et pourquoi cette transformation concerne bien au-delà des postes douaniers. La bascule s'est jouée sur un détail précis, une date d'expédition décalée de 7 jours, inscrite à l'encre pâle sur un bordereau froissé. Ce simple écart, relevé presque par réflexe, a suffi à faire glisser l'affaire d'un contrôle banal vers la suspicion d'un dispositif organisé, révélant que ce convoi n'était ni isolé ni accidentel. En remontant la route du camion, les agents ont compris que le schéma se répétait. Les mêmes itinéraires revenaient, les mêmes chauffeurs apparaissaient au crépuscule, et les cargaisons de ciment circulaient sans qu'aucun chantier réel n'existe dans les zones traversées. Peu à peu, une cartographie de l'ombre s'est dessinée, reliant faux documents, exploitation aurifère de illégales, détournement d'explosifs et produits chimiques sans origine déclarée. Ce qui ressemblait à une fraude douanière classique prenait la forme d'un réseau ramifié, pensé pour durer et traverser plusieurs frontières. Ce contexte explique pourquoi l'alerte a trouvé un terrain déjà tendu. Les années précédentes avaient dit laisser le Burkina Faso avec des institutions civiles éprouvées, des postes frontaliers discrédités et une population habituée à voir passer des convois sans poser de questions. Dans ce paysage fragilisé, la frontière sud n'était plus perçue comme un rempart, mais comme une zone d'usure permanente, où la routine avait fini par remplacer la vigilance. C'est dans cet environnement que la promesse formulée par Ibrahim Traoré a pris corps: reconstruire la souveraineté non par l'assistance, mais par la discipline. Lorsque l'anomalie a été détectée, les agents n'ont pas refermé le dossier. Ils ont suivi le fil, écouté les silences et accepté l'idée que derrière un camion ordinaire pouvait se cacher une menace respirant contre le pays lui-même. Awa n'était pas censée jouer un rôle central. Jeune inspectrice des douanes, souvent affectée à des tâches secondaires, elle avait pourtant développé une compétence rare: lire les routes comme d'autres, les qu'un d'autres lisent comme des cartes. À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran discret de Gaoua, connaissait chaque tournant, chaque point d'eau, chaque halte improvisée des chauffeurs. Leur complémentarité ne relevait pas de l'héroïsme, mais d'une attention patiente aux détails ordinaires.
Conformément aux saillies et consignes venues de la hiérarchie, ils n'agirent pas immédiatement. Observer sans frapper, noter sans alerter. Pendant plusieurs semaines, ils se mêlèrent au convoi, dormant sur des bâches usées, partageant le silence épais des nuits sahéliennes. Des signes faibles commencèrent à émerger. Camions identiques, horaires synchronisés, chargements prétendument destinés à des chantiers inexistants. Awa consignait tout dans un carnet élimé, consciente qu'un fil tiré au bon endroit pouvait dévoiler une toile entière. L'impact de cette vigilance se fit sentir très tôt. Les postes voisins cessèrent de traiter les anomalies comme de simples erreurs administratives. Les discussions changèrent de ton. Les chauffeurs, jusque-là assurés de l'indifférence générale, commencèrent à modifier leurs itinéraires. Sans arrestation spectaculaire ni annonce publique, la routine se fissurait déjà. Et c'est là que tout s'éclaire. Lorsque la vigilance devient locale, le risque recule. Ce déplacement subtil marquait un tournant essentiel. La frontière n'était plus surveillée depuis un centre lointain, mais habitée par ceux qui la vivaient chaque jour. Tout a commencé par une activation discrète, presque invisible. Après la détection de l'anomalie, aucune barrière n'a été dressée, aucun convoi n'a été stoppé brutalement. Les consignes étaient là claires: laisser passer, observer, comprendre. Cette phase initiale visait moins à intercepter qu'à mesurer l'ampleur réelle du phénomène. Les routes ont continué de respirer, mais chaque passage était désormais compté. J'ai noté, comparé. Ce glissement du réflexe à la méthode a marqué le véritable point de départ de l'opération. Très vite, les répétitions sont apparues. Les mêmes camions aux peintures écaillées surgissaient aux mêmes heures, souvent au crépuscule. Les chauffeurs changeaient rarement, comme si la familiarité garantissait l'invisibilité. Les cargaisons affichaient toujours la même destination théorique sans qu'aucun chantier crédible n'en confirme l'existence. Cette régularité a servi de fil conducteur. Ce qui se répète finit toujours par trahir une organisation. À ce stade, l'affaire ne relevait plus de la douane mais d'une mécanique logistique soigneusement huilée. Le moment de bascule est survenu une nuit tiède, sans lune. Awa et Karim ont décidé d'intercepter un seul véhicule, ni plus ni moins. Assez pour comprendre, pas assez pour alerter le réseau. L'arrêt s'est déroulé sans heurts. Pas de cris, pas de tirs, seulement la poussière retombant lentement autour des silhouettes figées. Sous les sacs de ciment, les barils métalliques scellés ont révélé une odeur froide, presque chimique. À cet instant précis, l'enquête a cessé d'être administrative pour devenir une affaire de survie collective. Le rapport initial a été transmis avant l'aube. Il a traversé les échelons à une vitesse inhabituelle, chaque mot gagnant en gravité à mesure qu'il montait. Anomalie est devenue suspicion grave. Chargement suspect s'est transformé en contenant à risque élevé. Au sommet de la chaîne, la réponse d'Ibrahim Traoré est arrivée concise et sans emphase. Observer, cartographier, frapper une seule fois. Cette instruction a fixé le tempo de la phase suivante. Le piège a alors été tendu avec patience. Pendant plusieurs jours, les agents ont suivi les trajets, relevé les plaques, noté les haltes. La répétition est devenue une arme. Le réseau, convaincu de son invisibilité, n'a pas modifié ses habitudes. Lorsque le signal a été donné, l'intervention s'est déroulée sans éclat. Camions immobilisés, chauffeurs maîtrisés, radio muette. L'absence de violence a rendu la scène presque irréelle, comme si la gravité de l'instant se mesurait précisément à son silence. L'ouverture des barils a confirmé les craintes. Les ingénieurs militaires, arrivés masqués quelques heures plus tard, ont identifié des substances destinées non à l'industrie, mais à la destruction. À partir de ce moment, les événements se sont enchaînés rapidement. Fouilles des itinéraires, interrogatoires ciblés, remontées des appels. Chaque piste révélait une couche supplémentaire du réseau, étendue bien au-delà d'un simple poste frontière.
Et l'on comprend alors une chose essentielle. La discipline et le temps peuvent désarmer un système qui comptait sur la précipitation et l'oubli. La routine avait été retournée contre ceux qui en vivaient. Les chiffres ont été posés sans emphase, comme on déplie une carte avant d'agir. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne servaient pas à convaincre un public, mais à établir un diagnostic opérationnel précis, fondé sur des écarts mesurables entre l'avant et l'après-interception. Trois indicateurs ont structuré l'analyse, chacun révélant une dimension différente de la menace. Le premier chiffre concerne les explosifs interceptés et il est particulièrement révélateur. Les équipes ont recensé 2,3 tonnes de matériaux explosifs répartis dans des barils métalliques anonymes. Il s'agissait de mélanges à base de nitrate et d'aluminium, connus pour leur instabilité élevée. Un choc, une fuite ou une mauvaise manipulation suffisaient à provoquer une réaction en chaîne. Pour donner un ordre de comparaison, les saisies réalisées 6 mois plus tôt n'atteignaient que 1,2 tonnes. Le passage de ce niveau à plus du double ne traduisait pas une variation aléatoire, mais un changement d'échelle. Le trafic ne visait plus des usages ponctuels ou artisanaux. Il alimentait des structures capables d'absorber des volumes industriels. Cet écart, en un semestre, indiquait une montée en capacité logistique rarement observée dans la zone. Le deuxième indicateur, lui, portait sur le cyanure, et la découverte a été encore plus inquiétante. Les analyses ont confirmé la présence de 1,1 tonne de cyanure solide d'une pureté exceptionnelle. Cette qualité dépassait de 40% les normes habituellement constatées dans les circuits légaux d'exploitation aurifère. La poudre était dense, homogène, presque cristalline, ce qui augmentait considérablement sa dangerosité. Une fuite minime aurait suffi à contaminer un bassin fluvial entier en quelques heures. Ce niveau de pureté ne correspondait pas à un détournement opportuniste, mais à une préparation ciblée. L'usage envisagé n'était pas économique, mais offensif. Ce chiffre a fait basculer l'analyse. Il ne s'agissait plus seulement de financer des réseaux, mais de disposer d'un moyen de nuisance massive, discret et difficilement traçable. Enfin, le troisième indicateur concernait les médicaments falsifiés, et c'est peut-être celui qui touche le plus directement la vie quotidienne. Au total, 780 caisses ont été découvertes, étiquetées au nom de sociétés européennes fictives. Les analyses de laboratoire ont révélé des capsules contenant jusqu'à 17% de craie associées à des résidus d'arsenic. Selon les experts, 3 prises seulement pouvaient là provoquer des lésions hépatiques irréversibles. L'élément le plus préoccupant résidait dans leur destination prévue. Ces cargaisons n'étaient pas destinées aux marchés urbains où les contrôles sont plus fréquents, mais aux hôpitaux ruraux. Cette orientation multipliait le risque humain car elle ciblait des populations déjà vulnérables et dépendantes de circuits d'approvisionnement fragiles. Le volume saisi suffisait à affecter durablement plusieurs districts sanitaires. Pris séparément, chacun de ces chiffres était alarmant. Ensemble, ils dessinaient une architecture cohérente. Les explosifs indiquaient la capacité de frappe, le cyanure révélait l'intention de nuisance diffuse et les faux médicaments montraient une stratégie d'érosion lente de la population. Pour Ibrahim Traoré, cette convergence confirmait que l'interception n'avait pas stoppé un incident, mais interrompu un cycle de pertes invisibles. L'écart entre la situation antérieure et celle révélée par les saisies n'était pas seulement quantitatif. Il marquait le passage d'une menace latente à un risque systémique. Ces données ont servi de point d'ancrage pour la suite de l'opération. Elles transformaient l'intuition en certitude et la vigilance en nécessité mesurable. Les critiques extérieures ont formulé deux objections majeures, reprises aussi bien par des observateurs régionaux que par certains analystes internationaux. La première avançait un argument matériel. Un pays
économiquement fragile, soumis à des tensions sécuritaires constantes, ne pourrait durablement maintenir un niveau de vigilance aussi élevé sans soutien extérieur. Selon cette lecture, la réduction de l'assistance internationale entraînerait une fatigue institutionnelle inévitable. Budget contraint, infrastructures limitées, agents épuisés. À terme, la discipline s'éroderait et les réseaux reprendraient leurs habitudes, profitant du relâchement progressif des contrôles. La seconde objection était d'ordre géopolitique. En privilégiant une stratégie fondée presque exclusivement sur ses propres forces, le Burkina Faso risquerait de s'isoler dans un environnement régional instable. Les frontières, même renforcées, ne sont jamais étanches. Pour ces critiques, l'absence de coordination étroite avec des partenaires extérieurs créerait des vides exploitables par des groupes s'installer au-delà des lignes officielles. La souveraineté totale apparaissait alors comme un pari risqué, inspirant sur le plan symbolique, mais potentiellement dangereux sur le long terme. Ces arguments, pris au sérieux, méritaient une réponse fondée sur les faits plutôt que sur l'intention. Les données collectées sur le terrain ont apporté un premier élément de réfutation. En 6 mois, les flux de contrebande enregistrés à la frontière sud ont chuté de 48 et ont chuté de 48%. Cette baisse ne traduisait pas un déplacement massif des trafics, mais un resserrement effectif des pratiques. Les itinéraires clandestins perdaient en régularité, signe que la prévisibilité sur laquelle comptaient les réseaux était rompue. Un second indicateur concernait les ressources humaines. Plus de 1400 agents ont suivi une formation nationale financée exclusivement par des moyens internes. Loin d'épuiser les effectifs, cette montée en compétences a créé un noyau cohérent, capable de transmettre des réflexes communs et de réduire la dépendance à l'expertise extérieure. La vigilance cessait d'être un effort exceptionnel pour devenir une routine structurée. Enfin, l'intégration des communautés locales a modifié l'équation géopolitique évoquée par les critiques. Les informations ne circulaient plus uniquement de poste à poste, mais depuis le terrain lui-même. Cette densité locale a compensé l'absence de dispositifs internationaux lourds. Pour Ibrahim Traoré, ces résultats montraient que la cohésion interne pouvait, dans certains contextes, remplacer l'assistance dispersée. Ainsi, les objections restaient valables en théorie, mais la réalité observée indiquait autre chose. La stratégie ne tenait pas par l'isolement, mais par l'alignement entre discipline institutionnelle et participation locale. Jusqu'à ce point, l'opération était pensée comme une réponse à un réseau criminel sophistiqué inscrit dans les logiques classiques du Sahel. La découverte faite dans un entrepôt discret de Bora a déplacé le centre de gravité. Parmi les cargaisons saisies, les médicaments falsifiés ont imposé une lecture différente. Ils n'étaient pas conçus pour financer une insurrection rapide, mais pour s'infiltrer lentement dans le quotidien, là où les contrôles sont rares et la confiance vitale. Ce changement de nature a redéfini l'enjeu. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité, mais de protection de la vie ordinaire. Cette prise de conscience a modifié la chaîne de décision. Les instructions transmises par Ibrahim Traoré ont insisté sur un point précis. Ne pas traiter ces saisies comme des preuves isolées, mais comme les éléments d'une stratégie d'érosion. Les faux médicaments, plus que les explosifs, révélaient une intention de durer, d'user le pays par petites doses, sans bruit ni revendication. La frontière devenait alors un filtre sanitaire autant que sécuritaire. Sur le terrain, cette révélation a produit un effet immédiat. Les équipes ont cessé de prioriser uniquement les volumes et ont commencé à analyser les destinations finales, les circuits de distribution, les points de contact humains. La vigilance a changé d'échelle. Elle ne visait plus seulement à intercepter, mais à empêcher que l'invisible atteigne les plus vulnérables.
Ce basculement, silencieux mais décisif, marque le véritable milieu du récit. Les effets de l'opération ne se sont pas limités aux postes frontaliers. Ils se sont diffusés par cercles successifs, touchant des acteurs différents, avec des impacts mesurables sur leur quotidien. Pour les institutions nationales, d'abord, la rupture a été immédiate. Les chaînes de décision se sont raccourcies, les rapports ont gagné en précision et les contrôles ont cessé d'être perçus comme des formalités. Les données consolidées ont montré une baisse durable des flux clandestins, confirmant que la discipline instaurée produisait des résultats au-delà de l'effet d'annonce. Dans cette phase, Ibrahim Traoré a insisté sur une règle simple: mesurer, corriger, maintenir, afin d'éviter tout relâchement prématuré. Du côté des acteurs économiques, l'impact a pris la forme d'une respiration retrouvée. Les marchés frontaliers, longtemps perturbés par les passages nocturnes et la concurrence déloyale des circuits illicites, ont retrouvé une régularité progressive. Les transporteurs légaux ont vu leurs marges se stabiliser, tandis que les échanges agricoles ont gagné en prévisibilité. Selon les relevés douaniers, chaque convoi intercepté équivalait à plusieurs semaines d'exportation légale préservée. Ce rééquilibrage, modeste mais constant, a renforcé la confiance des opérateurs locaux dans un cadre commercial redevenu lisible. Pour les populations locales, l'effet a été plus diffus mais profondément ressenti. Dans les villages frontaliers, les postes de contrôle ont cessé d'être associés uniquement à la corruption ou à l'arbitraire. Les habitants ont commencé à signaler des anomalies, non par peur, mais par intérêt direct. Les faux médicaments interceptés ont joué un rôle déterminant dans cette prise de conscience. Savoir que des cargaisons dangereuses visaient les dispensaires ruraux a transformé la vigilance en réflexe collectif. Des parents, des commerçants, des chefs de village ont compris que la sécurité conditionnait désormais l'accès même aux soins. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions ont été contrastées. Dans certaines capitales ouest-africaines, l'approche burkinabé a été qualifiée d'effet Traoré pour décrire une souveraineté assumée et opérationnelle. Des économistes ont salué la chute rapide des trafics comme un signal encourageant. D'autres observateurs, plus prudents, ont évoqué un précédent susceptible de redéfinir les équilibres du Sahel. Des contacts discrets se sont multipliés, cherchant à comprendre la méthode plutôt qu'à en commenter l'idéologie. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence centrale. Le Burkina Faso n'a pas simplement interrompu des routes clandestines, il a modifié les attentes. Les institutions ont retrouvé une crédibilité minimale, les acteurs économiques une stabilité relative, les populations une part de contrôle sur leur environnement et la région un nouveau point de référence. Pour Ibrahim Traoré, ce déplacement des perceptions comptait autant que les saisies elles-mêmes, car il conditionnait la durée de l'effort. Les services stratégiques ont esquissé trois trajectoires possibles pour les mois à venir. Il ne s'agissait pas de prédictions, mais d'outils de lucidité destinés à éviter l'aveuglement dans une zone où la moindre routine peut rouvrir des brèches. Chaque scénario repose sur une variable centrale, la constance de la vigilance. Dans le scénario de base, la stabilité demeure exigeante. Les postes frontaliers maintiennent la discipline acquise, les rotations d'agents se poursuivent et les communautés locales restent impliquées. Les flux clandestins affaiblis mais adaptatifs cherchent des itinéraires secondaires sans retrouver leur régularité passée. Les projections internes suggèrent une baisse graduelle supplémentaire si les contrôles restent homogènes. Ce chemin n'offre ni triomphe ni accélération spectaculaire, mais il consolide un équilibre fragile, fondé sur la répétition de bons réflexes. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement régional.
Les méthodes testées inspirent donc des coopérations ciblées avec des voisins immédiats, facilitant l'échange d'informations et la synchronisation de certaines patrouilles. Les circuits légaux gagnent en fluidité, les marchés frontaliers se stabilisent et la confiance des acteurs économiques s'améliore. Cette trajectoire suppose une continuité politique claire et une gestion fine des ressources humaines. Pour Ibrahim Traoré, elle resterait crédible si la discipline interne continue de primer sur l'effet d'annonce. Le scénario défavorable identifie la fatigue comme principal adversaire. Une crise économique, un relâchement administratif ou une rotation mal maîtrisée peuvent suffire à rouvrir des routes. Les réseaux hautement adaptatifs exploiteraient le moindre décalage. L'insécurité réapparaîtrait d'abord dans les zones rurales, puis glisserait vers les axes commerciaux. Dans ce cas, la perte serait progressive, presque invisible, jusqu'à redevenir structurelle. Face à ces options, une recommandation s'impose. Penser en conditions plutôt qu'en résultat. Si la vigilance reste distribuée, mesurée et corrigée régulièrement, le scénario de base devient un socle. S'il se fragmente, le risque s'accélère. L'avenir dépend moins de ce qui pourrait arriver que de ce qui doit continuer à être fait sans relâche. Pour ceux qui vivent loin des frontières sahéliennes, cette opération peut sembler abstraite, presque lointaine. Pourtant, ses effets touchent des réalités familières. D'abord, elle rappelle que la sécurité n'est pas uniquement une affaire d'armée ou de sommet diplomatique. Elle repose sur des décisions ordinaires, prises par des agents, des commerçants, des habitants qui choisissent de ne plus détourner le regard. Cette logique concerne toute société confrontée à des circuits invisibles, qu'ils soient criminels, économiques ou informationnels. Pour les travailleurs et petits entrepreneurs, l'histoire résonne par un principe simple. Un cadre plus lisible permet de respirer. Lorsque les routes clandestines se ferment, même partiellement, les échanges légaux cessent d'être pénalisés par des concurrents hors normes. La régularité revient, les marges cessent de s'effriter et l'effort quotidien retrouve un minimum de prévisibilité. Ce mécanisme n'est pas propre au Burkina Faso. Il illustre comment la discipline collective peut créer un espace économique plus équitable, même sans croissance spectaculaire. Pour les jeunes, souvent sceptiques face aux récits officiels, l'opération offre une lecture différente du pouvoir. Elle ne glorifie ni la force ni la rupture brutale, mais la compétence et la constance. La vigilance devient une pratique transmissible, presque un savoir-faire, cartographié, vérifier, signaler. Ces gestes modestes construisent une forme d'autonomie civique. Ils montrent que l'engagement ne commence pas forcément par un slogan, mais par l'attention portée aux détails. Enfin, pour le lecteur lui-même, une question s'impose. Dans son propre environnement, quels sont les signes ignorés par habitude? Quels mécanismes prospèrent parce que la routine anesthésie la vigilance? En observant ce qui s'est joué au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, il devient possible de déplacer le regard. La frontière n'est plus seulement géographique, elle existe partout où l'indifférence laisse passer ce qui ne devrait pas. À la suite du rapport final, une feuille de route a été établie pour éviter que l'effort ne se dilue avec le temps. Elle ne cherchait pas l'effet d'annonce mais la consolidation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif était clair: transformer une opération réussie en méthode durable, mesurable et reproductible. 5 étapes ont structuré cette logique, chacune associée à des acteurs précis, des délais réalistes et des critères d'évaluation simples. La première étape visait la centralisation du renseignement. Les postes frontaliers ont été reliés à une base de données unique, permettant l'enregistrement en temps réel des anomalies. Le critère de succès n'était pas le volume d'informations, mais la réduction du délai entre détection et décision. Plus ce temps se contractait,
plus les réseaux perdaient leur avantage. La deuxième étape concernait l'ancrage civique local. Des programmes de sensibilisation ont été déployés dans les villages frontaliers, impliquant commerçants, de jeunes et anciens contrebandiers réinsérés. L'indicateur retenu était la qualité des signalements, non leur quantité. Une alerte précise valait mieux qu'une vigilance diffuse. La troisième étape portait sur la coordination civile-militaire. Des patrouilles mixtes ont remplacé les interventions isolées avec un objectif opérationnel clair: raccourcir le temps de réponse dans les zones sensibles. La sécurité cessait d'être cloisonnée pour devenir partagée. La quatrième étape visait la réinsertion économique. Des microcrédits agricoles ont été accordés à ceux qui rompaient avec les réseaux illégaux. Le succès se mesurait par la création d'activités légales viables, capables de concurrencer l'économie clandestine. Enfin, la cinquième étape instaurait une évaluation indépendante trimestrielle. Trois critères guidaient l'analyse: incidents évités, participation communautaire, confiance publique. Pour Ibrahim Traoré, cette dernière mesure comptait autant que les autres, car elle conditionnait la durée de l'engagement collectif. Cette feuille de route ne promettait pas l'absence de menaces. Elle offrait une chose plus rare: un cadre pour empêcher le retour silencieux de l'habitude. Awa est retourné sur la clairière où tout avait commencé. Le sol portait encore les traces sèches des pneus, l'empreinte diffuse des barils ouverts et cette odeur métallique que le vent n'avait pas entièrement effacée. Rien ne rappelait la tension de la nuit de l'interception, et pourtant chaque détail semblait chargé d'un sens nouveau. Ce lieu n'était plus un simple point de contrôle, il était devenu un seuil, celui où la routine avait cessé de protéger. Non loin d'elle, Ibrahim Traoré observait en silence. Il n'y avait ni discours, ni mise en scène, seulement une attention grave portée à ce qui avait été tenu: la ligne, la discipline, la vigilance. Cette sobriété donnait au moment une densité particulière, comme si la réussite se mesurait précisément à l'absence de célébration. Ce qui comptait n'était pas l'opération passée, mais la capacité à ne pas refermer les yeux demain. Awa sortit de sa poche une photographie qu'elle conservait depuis la première saisie, une caisse marquée aide humanitaire. Le contraste entre le mot et le contenu lui serra la gorge. Elle murmura une phrase simple, presque fragile, qui résonnait comme un avertissement durable. Le danger avance souvent masqué. Dans ce silence, une certitude s'imposait: on ne protège pas une frontière pour elle-même. On protège ce qu'elle rend possible: la vie ordinaire, la confiance, le droit de ne pas avoir peur. Cette histoire ne se referme pas avec une arrestation ni avec un rapport final. Elle laisse plutôt une question ouverte, volontairement inconfortable. Que devient une société lorsque la vigilance cesse d'être l'affaire de quelques-uns pour devenir une pratique partagée, discrète, presque ordinaire? Le cas du Burkina Faso montre que la sécurité la plus durable n'est pas celle qui se proclame, mais celle qui se cultive dans les gestes quotidiens. À travers cette opération, Ibrahim Traoré n'a pas seulement affirmé une ligne politique, il a mis en lumière une idée plus large. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline collective. Elle se construit quand des agents prennent le temps de vérifier, quand des habitants signalent, quand des institutions acceptent d'être mesurées plutôt que glorifiées. Ce modèle ne prétend pas être universel, mais il interroge profondément les habitudes d'attente et de délégation. Pour le lecteur, l'enjeu dépasse largement le Sahel. Dans quels espaces de votre propre réalité la routine a-t-elle remplacé l'attention? Quels risques prospèrent parce qu'ils sont devenus familiers? Et surtout, que changerait le fait de regarder à nouveau avec exigence mais sans peur? La question n'appelle pas une réponse immédiate. Elle invite simplement à rester attentif, ensemble.